Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on retrouve Jacob Hamel, spécialiste en hypertrophie. Il nous explique l'intérêt de la prise de masse pour la performance. Je te laisse écouter la suite. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Jacob. Salut, La forme? ça va? Ça va toi? Ben super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. On continue avec encore des invités de qualité. Euh, Si tu pouvais commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, donc je m'appelle Jacob Hamel. Comme vous l'entendez avec ma voix, je suis québécois. Et dans le fond, ça fait 13 ans que je suis dans le domaine. Je suis spécialisé en prise de masse musculaire. On a un gym privé dans le coin de Saint-Jérôme, au Québec. Et c'est ça, on spécialise vraiment là-dessus. Puis c'est ça, j'ai une école de formation aussi qui s'appelle Éducation Quantum. On a des formations en ligne, on a des formations en salle aussi. Et depuis quelques années aussi, je fais du coaching d'entreprise. J'ai un mastermind où est-ce que j'ai plusieurs personnes, une douzaine de personnes que j'aide pour démarrer leur business de coaching, pour leur permettre d'avoir plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. Donc, en gros, c'est ça. Ouais, des semaines bien occupées. Ouais, on aime ça. C'est ça. Ben écoute, euh, si on pouvait commencer par la première question, c'est nous on s'adresse aux athlètes. C'est quoi un athlète pour toi? C'est une bonne question. Je pense qu'un athlète, c'est quelqu'un qui performe dans peu importe ce qu'il veut performer. Puis que ça soit autant que tu veux faire du triathlon, du foot, ou même que tu veux être performant en tant que coach, je crois que tu dois te voir comme un athlète. Fait que un athlète passe par la performance, selon moi. Puis, tu sais, ça peut être aussi Eric qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui est un athlète aussi au gym, puis qui court les fins de semaine, puis qui fait des choses. Ça peut être aussi ça, un athlète pour moi. Donc, ouais, c'est un peu ça ma réponse pour ça. Ouais. Il me semble que tu as commencé par, étant jeune, le football américain. Ouais, exactement. Maintenant, tu as fini par faire des concours de bodybuilding, comment ça s'appelle, de transformation physique. Quel lien tu peux nous faire, du coup, entre ce parcours-là? Ouais, ben, en fait, quand je jouais au foot américain, je ne sais pas c'est quoi en kilos, là, mais je pesais 135 livres. Donc, en tout cas, c'est pas beaucoup. Je mesure 1,83 m, donc 6 pieds 1. Et c'est ça, donc j'étais rapide, j'avais des bonnes mains, mais clairement que je n'étais pas le gars le plus dominant sur le terrain. Donc, quand j'étais plus jeune, ça allait, mais quand j'ai tombé au cégep au Québec un peu plus haut niveau, là, ça ne marchait plus. Fallait que je sois plus massif. Il fallait que je gagne la force. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené vers l'entraînement en salle. Et graduellement, ce qui est arrivé, c'est que même au cégep, je manquais encore de force, je manquais encore de masse musculaire. Puis c'est devenu comme une quête qui a jamais fini, en fait, vers plus le développement physique. Et aussi, je me suis rendu compte que je n'étais pas super... euh, tu sais, j'avais pas ce qu'il fallait pour aller loin là-dedans non plus. Puis il y avait beaucoup de... Je n'étais pas bon à l'école non plus, puis j'aimais pas l'école traditionnelle. Fait que le football américain est très lié avec l'école, là. Donc, ça a fait en sorte que j'ai lâché ça et j'ai été faire le bodybuilding à l'âge de comme 20 ans que je me suis vraiment lancé dans le bodybuilding. Et là aussi, ben, c'était un sport que c'était moi contre moi, donc il n'y avait pas d'autres compétitions que me battre moi-même à toutes les fois. Et, euh, et c'est ça, il y avait moins de pression aussi parce que c'est la pression que je me mettais moi-même. Et c'est ça, puis je n'étais pas relié à mon parcours académique aussi en même temps, là. Donc ça, j'aimais ça, là. Ouais, une sorte de nouveau départ. Exact, exact. Mm. Tu m'as parlé de... Enfin, c'est drôle parce que tu as commencé par vouloir chercher de la force et tu as fini par de la prise de masse. Mhm. On sait que c'est quand même bien lié les deux choses. Si tu pouvais nous l'expliquer. Ouais, ben en fait, tu sais, c'est que, tu sais, exemple que tu pèses, je sais pas moi, 40 kilos, là, c'est vraiment pas beaucoup, 40 kilos, j'essaie de, mettons 50 kilos, clairement que ton potentiel de développer de la force est moins grand que quelqu'un qui pèse 100 kilos, tu sais. Même si tu peux peser 100 kilos sans être fort, puis tu peux peser 50 kilos en étant
très fort. Fait que même si tu es massif, tu peux être faible, puis tu peux être plus petit gabarit et être fort. Par contre, on sait que plus tu as de masse musculaire, plus tu peux potentialiser ta force aussi. Donc, jusqu'à un certain point, je pense que dans les sports de la performance, c'est quelque chose des fois qui est mis de côté un petit peu, mais qui pourrait vraiment potentialiser les gains. C'est sûr que tu ne veux pas non plus t'entraîner comme un culturiste toute l'année si tu veux développer de la performance, mais il y a certaines phases qui peuvent être intéressantes, surtout pour aller renforcer et travailler des muscles qui sont moins sollicités dans ton sport. Donc, par exemple, on entraîne une fille de CrossFit. Elle fait des compétitions justement en France. Oups, pardon. Et, euh, et dans le fond, ben, avec elle, ce qu'on fait, c'est qu'elle a son CrossFit, tous ses trucs, mais on fait des phases plus bodybuilding un peu pour renforcer, par exemple, ses ischio-jambiers, le haut de son dos, qu'est-ce qui est rétracteur de la scapula, les triceps aussi, qui sont moins sollicités dans son sport. Donc, je pense que c'est vraiment de combiner les forces d'un avec les forces de l'autre. Tu sais, que si tu veux être un athlète complet, tu as besoin de force, de vitesse, tu as besoin d'agilité, tu as besoin de plein de choses, mais tu as quand même besoin aussi de masse musculaire là, à un certain point. Mm. Tu disais, on peut être moins lourd et fort, mais on peut être très lourd et et faible, et pas fort. Qu'est-ce qui fait la différence entre une prise de masse efficace et une prise de masse qui ne sera pas transférable pour la performance? Ouais, ben, je pense que c'est plus dans le spectrum de répétition que tu t'entraînes. Tu sais, si tu t'entraînes plus à un peu plus de basse répétition. Puis tu sais, c'est pas relié, sauf que ça reste que c'est vraiment rare que tu vois quelqu'un qui pèse 250 livres de muscle qui n'est pas moindrement fort. Là. Tu sais, comme c'est rare qu'il ne va pas squatter peut-être 200 kilos ou quelque chose comme ça s'il pèse 250 livres de muscle. Donc, c'est sûr que c'est relié, mais c'était quoi ta question initiale? J'ai perdu mon fil d'idée. C'était qu'est-ce qui fait qu'une prise de masse elle permette Ouais. d'être transférable à la performance? Ouais, ben, je pense que c'est vraiment dans le choix des paramètres d'entraînement. Parce que si, par exemple, tu t'entraînes vraiment à des tempos super lents, par exemple des tempos isocinétiques, que tu vas faire des concentriques lents, des excentriques lents, des concentriques lents, c'est sûr que tu vas perdre la vitesse de ton concentrique et ça prend un certain temps à revenir. Donc, c'est vraiment d'axer que tu peux faire un mix entre OK, mais je vais faire un peu plus de basse répétition, des tempos un peu plus explosifs, surtout en concentrique. Et ça va se transférer. Et c'est sûr de ne pas faire des phases comme ça près de ta saison. Par exemple, que tu joues au foot, que tu joues au hockey, peu importe, dans n'importe quel sport, tu ne vas pas faire ça dans les 3 derniers mois avant ta saison ou ton événement, parce que là, clairement, que ça va limiter tes performances, en fait. Mais c'est ça. Mais la majorité des gens devraient focuser, même si c'est juste de gagner de la masse musculaire, leur objectif, devraient quand même focuser à aller chercher des basses répétitions, des tempos concentriques explosifs, puis de devenir aussi un meilleur athlète en soi. Parce que ça, c'est souvent une erreur que je vois que les gens vont, par exemple, pendant 2 ans, juste faire des hautes répétitions, mais clairement qu'à un certain moment donné, tu limites ton gain en masse musculaire que tu vas avoir. Là. Ouais. Comment tu peux l'organiser sur ta saison? En fait, dépendant du off-season, la durée du hors-saison, mais c'est souvent la première phase avec laquelle je vais commencer. Donc, ça, par exemple, on a 3 ou 4 mois de hors-saison, mais le premier 3 semaines ou le premier mois, on va focuser plus justement sur le unilatéral aussi, là, pour être sûr de bien balancer les deux côtés. Là, après ça, c'est sûr on pourrait rentrer dans la neurologie, peut-être qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas balancé des deux côtés, mais bref. Et c'est ça, puis on peut en garder un petit peu. Tu sais, comme je parlais avec Jessica qui fait du CrossFit, dans le fond, on en a un petit peu, elle fait des demi-heures, 1 à 2 fois par semaine, durant toute son hors-saison pour travailler ses faiblesses qu'elle ne travaille pas dans son sport. Donc, ça peut être une façon aussi d'en mettre un petit peu, mais je l'éliminerai plus qu'on arrive proche de la saison, plus j'en enlèverai. Fait que c'est comme de façon linéaire, c'est qu'il y a plus de volume de ce stimuli-là, plus de prise de masse en début de hors-saison, puis graduellement, on diminue là, vers le peaking phase. Euh, quel- sur quel levier ou quel facteur influence notre prise de masse pour la performance? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Euh, Dans le sens où il ne suffit pas juste d'aller au gym
pour faire de la prise de masse. Comme tu disais, ça varie des répétitions, ça varie même dans le choix des Hmm. exercices, les courbes, enfin, il y a plein de choses qui influencent ce, comment ça s'appelle, cette prise de masse. Mhm. OK. Ouais. Ben, dans le fond, tu sais, les paramètres les plus importants à regarder, puis, tu sais, si on regarde les recherches, il y a des recherches qui vont prouver qu'on on a besoin de beaucoup de volume pour avoir des résultats en prise de masse. D'autres qu'il faut aller chercher une intensité relative qui est très grande. D'autres, le nombre de répétitions impacte plus ou moins et que c'est juste d'aller chercher un nombre X de séries par semaine et tout ça. Donc, si tu lis la littérature, en fait, tu n'as juste pas de réponse parce que tout peut amener à l'hypertrophie. Je pense que c'est ça qui rend ça super intéressant parce que tout peut fonctionner dépendant de la personne, dépendant de où est-ce que tu es, dépendant de plusieurs facteurs. Personnellement, j'ai une approche beaucoup plus haute intensité et bas volume, d'aller à l'échec musculaire, au moins une série à tous les exercices. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que le concept des répétitions effectives, que c'est les 5 dernières répétitions, quand le concentré commence à ralentir sans que tu le contrôles, donc pas d'aller lent, mais que tellement que tu es fatigué que tu commences à avoir de la misère à faire ton concentré, que c'est là que les unités motrices s'activent plus et qu'on a plus de recrutement des fibres musculaires. Donc, pour moi, le paramètre le plus important, c'est de t'entraîner fort. Donc, t'entraîner fort puis récupérer fort aussi. Parce qu'il y en a qu'il ne faut pas qu'ils s'entraînent fort non plus parce qu'ils s'entraînent trop fort. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais c'est ça, pour moi, le paramètre, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher de la vraie échec musculaire quelques fois durant ton workout. Puis après ça, c'est sûr que, selon moi, après ça, c'est l'exécution de tes exercices. Avant de parler de paramètres, c'est vraiment comment tu exécutes tes mouvements. Est-ce que c'est bien ciblé aux muscles que tu veux travailler? Souvent, par exemple, les gens veulent avoir un plus gros dos, un dos plus en V, donc plus travailler de grande dorsale. Mais quand on regarde la programmation qu'ils font, le choix des exercices, même si le volume il est bon, même si l'intensité relative, même si tout est bon au niveau des paramètres, quand on regarde le choix d'exercice, en fait, il y a pas ou peu d'exercices qui vont vraiment solliciter le grand dorsal. Même chose pour les épaules. Souvent, les gens vont avoir les épaules plus rondes, plus larges, mais quand on regarde le workout, il y a des shoulder press, 2 variations de shoulder press, des front raise, et il y a 3 séries de lateral raise à la fin. Donc, le volume est axé sur le détail antérieur quand il faudrait travailler le détail médial. Donc, euh, et comment qu'on exécute ces mouvements-là, parce que souvent, les gens vont faire du détail latéral. Ben, en fait, ils pensent qu'ils font ça parce qu'ils font un lateral raise, mais s'il y a une rotation qui se crée et si le tronc penche vers l'arrière, ben là, on est rendu qu'on fait du détail antérieur à cause que notre exécution d'exercice n'est pas optimale. Donc, c'est vraiment ça un des paramètres les plus importants, de choisir les bons exercices et de les exécuter comme il faut. Puis après ça, c'est sûr qu'on peut rentrer justement dans le choix d'exercice. Puis après ça, on peut rentrer dans oui, le volume, oui, l'intensité, tout ça, c'est important. Mais je dirais que s'entraîner fort, puis faire tes exercices, faire bien tes exercices, c'est vraiment la base. Hmm. Ouais, tu parlais de bien récupérer. Est-ce que c'est juste dans la séance de laisser le temps justement que le muscle récupère ou c'est aussi à côté Ouais, ben en fait, les deux, oui, c'est important. Tu sais, souvent, ce que je vois quand les gens veulent prendre la masse musculaire, ils prennent trop des temps de pause qui sont courts. Ben, en fait, tu as les deux. Il y a les gens qui prennent trop longtemps, il y a les gens qui prennent trop court. Mais souvent, les gens veulent avoir une pompe musculaire parce qu'ils pensent que c'est ça qui va amener de gagner de la masse musculaire. Ils vont prendre des temps de pause plus courts. C'est important qu'il y ait assez de temps de pause. Tu sais, on va viser d'un 2 à 3 minutes qui va être optimal pour la gaine de masse musculaire. Puis l'affaire, c'est que on a toujours besoin d'augmenter aussi, de faire une surcharge progressive, que ce soit au niveau du nombre de reps, du nombre de charges, du tempo, peu importe. Il y a plein de façons qu'on peut faire de la progression. Mais ça te prend des temps de pause si tu veux être capable de faire plus et de t'améliorer. Ça, c'est sûr. Mais le repos, c'est vraiment dans les 23 heures autres que ton workout. Donc, d'optimiser ton sommeil, d'être sûr de dormir à 8 heures, d'être sûr de t'endormir rapidement, de ne pas te réveiller dans la nuit, même pas pour aller à la salle de bain, et de te réveiller le matin que tu es fresh, que tu as de l'énergie le matin quand tu te réveilles. La gestion du stress, qui est un des facteurs qui limite le plus le gain de masse musculaire puis qui amène le plus de blessures. Limiter, des fois, c'est important de limiter la consommation de caféine pour certaines personnes parce que si tu es trop stressé, tu vas prendre un 200 mg, 400 mg de caféine.
peut-être pas ton sort. Là. Fait que, on voit beaucoup des gens qui ont des troubles d'anxiété, des troubles de stress chronique, des choses comme ça. Oui, il y a plein d'autres choses qui affectent ça, mais des fois, la caféine, ça peut nuire. C'est un couteau à double tranchant. Oui, ça peut améliorer les performances, ça peut nuire à ta récupération aussi. Donc, la gestion de stress, si tu regardes les meilleurs athlètes, les meilleurs bodybuilders, peu importe dans n'importe quelle discipline, c'est des gens qui sont relax. Tu n'as jamais quelqu'un ultra stressé qui est bon, qui est un athlète extraordinaire. C'est tout le temps des gens qui sont capables de relaxer quand c'est le temps. Tu as des gars comme, si tu regardes la télésérie sur Michael Jordan sur Netflix, où il y a un Français qui joue au basket aussi, là, je ne me souviens plus son nom. Il y a une télésérie sur Netflix. Non. Bref, c'était vraiment bon. Mais tu regardes ces gens-là, ils sont super relax, mais quand ils arrivent dans la game ou dans les pratiques, là, ils sont intenses. Donc, c'est de comprendre que si tu es stressé toute la journée, c'est rien de bon pour ta santé, mais c'est rien de bon pour ta récupération, ta prise de masse, tes performances, ta perte de gras aussi, ça va nuire. Donc, c'est vraiment de voir une multidimension que tu ne peux pas devenir un athlète si tu ne récupères pas. Ça, c'est sûr. La digestion aussi qui a un impact. Souvent, c'est tout relié. Mais la digestion aussi va avoir un impact. Si tu manges des aliments que tu as de la misère à digérer, ben, même si tu n'es pas stressé, tu montes des hormones de stress dans ton corps. Donc là, la récupération se fait est plus difficile. Donc, c'est vraiment comme les trois sphères à regarder. Sommeil, stress, digestion. Et après ça, ben, c'est sûr que la nutrition, c'est juste primordial de s'alimenter bien et de ne pas avoir d'aliments inflammatoires. Moi, je suis gros pour les glucides. Donc, les glucides, ça devrait être primordial dans l'alimentation pour un athlète ou quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire. Puis même en perte de gras, il devrait en avoir une bonne quantité, d'avoir suffisamment de protéines, puis suffisamment de bons gras aussi. Puis c'est ça. C'est vraiment comme ça qu'on peut optimiser rapidement là, la récupération. Quelles astuces tu aurais justement pour réduire ce stress? Ben, c'est une question qui peut aller très, très deep, mais déjà à la base, de regarder justement la caféine, si la caféine, ça te surstimule pour rien. Donc, si tu es capable de passer une semaine sans caféine, souvent les gens, quand ils vont faire une semaine, ils vont se dire, parce que quand tu demandes aux gens, est-ce que tu as besoin de caféine pour fonctionner le matin? Ils vont dire non, j'ai pas besoin de caféine. C'est juste que j'en prends parce que j'aime le goût, puis parfait. Mais si tu arrêtes pendant 7 jours, tu vas voir que tu en avais besoin de ta caféine parce que tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir une baisse d'énergie, tu vas avoir plein de side effects, d'effets secondaires. Donc, c'est toujours bon de prendre des breaks de caféine. Ce que j'aime faire, c'est de faire un 3 semaines où est-ce que tu vas consommer de la caféine et une semaine que tu n'en consommes pas. Donc, à tous les mois, tu prends une semaine de break. Donc, ça va faire en sorte que tu vas voir peut-être que pour toi, la caféine, peut-être ça ne fait pas du tout. Tu sais, moi, je me suis rendu compte avec les années que un expresso le matin, pourrait, ça, je suis correct avec ça. Mais plus que ça, puis là, on parle de 80-100 mg de caféine maximum. Je pèse quand même en kilos, ça doit faire 100. C'est 2,2, fait que 105 kilos peut-être. Ouais. Donc, ça, puis pour moi, 75 mg, des fois, je prends un demi-expresso le matin, puis c'est assez, tu sais. Parce que ça m'affecte trop au niveau de mon stress. Donc, c'est vraiment de voir si la caféine et les stimulants vous nuisent. Donc, ça se peut. Mais après ça, c'est, tu sais, tout le stress, c'est quelque chose qu'on s'invente dans notre tête. Parce que au bout du compte, souvent, c'est des choses qu'on pense qu'il va arriver, qui ne vont pas arriver. Et souvent, ce qui arrive, c'est que c'est normal de vivre du stress. C'est pas nécessairement de vivre du stress, c'est la gestion de ce stress-là. Puis souvent, ça va passer par faire des choses qu'on n'aime pas. Et il y a des choses qu'on a besoin de faire qu'on n'aime pas pour atteindre nos objectifs. Mais c'est exemple que tu es dans une relation que tu n'aimes pas, tu as des amis que tu n'aimes pas, tu as ta famille que tu n'aimes pas, puis tu as un job que tu n'aimes pas. Essaye pas de faire de la méditation, là. C'est pas ça le problème, là. Tu sais, c'est que il y a des choses à régler dans ta vie, puis des fois, il y a des décisions que tu as à prendre que tu sais que tu dois prendre au fond de toi, mais que tu ne le fais pas pour pas faire de la peine aux gens parce que ça te fait peur de le faire. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que
sois stressé. Moi, j'aime beaucoup les livres sur la philosophie stoïcisme, en fait, sur le fait que quand on est capable de zoom out un peu de la situation, puis de se retirer de la situation, puis de regarder comme tu sais, en tout cas, au Québec, souvent, les parents disent à leurs enfants regarde, tu t'en souviendras pas le jour de ton mariage. En voulant dire, tu sais, à un certain moment donné, la peine ou le stress que tu as présentement, tu t'en souviendras pas plus tard parce qu'en fait, il n'y a pas d'importance. Mais c'est justement ça, tu sais, c'est de zoom out un peu puis te dire le stress que je vis présentement, puis sérieusement, là, c'est rationnellement, c'est quoi le problème? Puis ultimement, sur ma ligne de vie, tu sais, si j'apprends que je vais mourir dans 3 semaines, est-ce que je veux m'en faire avec ça? T'sais? Fait que des fois, de prendre ça comme perspective, des fois, j'ai du monde, ça peut stresser encore plus de penser à ça. Mais, mais je pense juste de zoomer out un peu puis se dire, rationnellement, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, tu es en retard pour aller travailler, tu as une lumière rouge, il y a quelqu'un qui roule pas vite. Écoute, c'est ta responsabilité, c'est toi qui es parti en retard. Il t'est arrivé des choses, mais c'est toi qui as fait en sorte que tu es en retard et que tu sois frustré, stressé, en fait, ça ne change pas la situation. Donc, si tu n'es pas capable de changer la situation, change ta perspective de la situation. T'sais. Change-toi plutôt que changer. Puis, tu sais, des fois, avec le stress, des petits trucs. Tu sais, si tu peux être super stressé, super en colère, puis si tu t'entends une blague de ton humoriste favori ou quelqu'un qui te fait rire, tu vas tout de suite changer ton état d'esprit. Mais ça, on peut le faire, on a le pouvoir de le faire. Donc, si tu es super stressé dans ton auto parce que tu es en retard, fais juste mettre un podcast humoristique ou mettre une vidéo YouTube pour te changer les idées. Ça va mieux aller après. Fait que souvent, on est comme trop dans le moment de stress et frustration. Puis, je parle de ça, mais je le vis aussi beaucoup. Là, c'est dur de complètement gérer ça. Ça, puis connaître ses limites, ça, c'est quelque chose qui est très important de voir, combien de temps tu es capable de travailler sans prendre de vacances? Combien d'heures tu es capable de travailler par jour? Il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on dépasse nos limites puis ça fait en sorte qu'on est encore plus stressé. De prendre des vacances, justement, et d'avoir des hobbies. Je pense que souvent, je le vois beaucoup à coacher des coachs, puis moi le premier, on est tellement dans l'entraînement, dans aider nos clients dans ci, dans ça, que des fois, on perd un peu nos hobbies autres que l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à la gestion du stress. Puis c'est quoi qu'on suggère à nos clients de faire au moins comme 1 heure par semaine d'un hobby autre que l'entraînement, pour aider à gérer le stress. Puis si c'est fait soit en couple ou avec un ami, c'est encore mieux. Puis ça peut être super niaiseux que de jouer à des jeux de société, de faire du dessin, de jouer de la musique. C'est des choses comme ça. D'intégrer ça dans ta routine, je pense que tu deviens un peu plus complet puis ça aide à gérer le stress. Mais bref, c'est une longue réponse. Hein. Mais il y a plein d'autres choses aussi. La méditation, la lecture, plein de choses qui peuvent aider aussi. Là. Ouais, ouais. Tu m'as parlé de la prise de masse pour du coup avoir de la force. Quels autres avantages la prise de masse peut avoir pour la performance? Ben, t'arrives la personne la plus jacked à ta compétition ou à ton, à ton sport. Non, mais c'est plus potentialisé, mais c'est parce que ça dépend dans quel sport. Il peut y avoir un aspect de réduction de blessures aussi. Donc, par exemple, pour le foot, ici on appelle le soccer, mais vous appelez le foot, souvent les gens, ils vont pas faire de musculation. Et gagner un peu de masse musculaire dans les ischios, dans le gastroc, au niveau de la corde des rotateurs, au niveau du haut du dos, c'est toutes des choses qui vont aider à la prévention de blessures. C'est pas nécessairement d'être fort, mais c'est de stimuler ces fibres musculaires-là qui vont aider. Mais si on parle dans un sport de combat ou on parle d'un sport un peu plus comme le football américain qui est plus physique, là, c'est sûr que ça a un gros impact. Puis j'avais un de mes clients qui jouait D-line, donc c'est quand même des gars qui sont massifs. Et à un certain moment donné, quand il est arrivé à plus haut niveau, il pesait comme je ne sais pas, 190-200 livres, donc peut-être 90 kilos. Et le coach lui a carrément dit tu dois juste être plus pesant. Tu es assez fort, mais il faut que tu sois plus pesant parce que tu te fais bouger trop. Donc là, ça a été de gagner vraiment beaucoup de masse musculaire. Il a fallu gagner un peu de gras aussi avec le temps parce qu'il fallait qu'il se rende à 260. Donc là, peut-être un 120 kilos. Puis c'est ça qu'on a fait. Fait qu'il a gagné de la masse, oui. Il continue à gagner de la force, mais donc, il y en a des fois que c'est important que le poids soit plus grand. Mais c'est sûr que
Et aussi, ben, les sports qui ont des, euh, des poids aussi. Tu sais, je veux dire, si tu essaies toujours de rentrer dans une catégorie plus basse, puis tu es toujours en train de perdre de la masse musculaire pour rentrer dans ta catégorie, je suis pas mal sûr que tu perds de la performance à ce niveau-là. Donc, de gagner plus de masse musculaire pour être dans le top de ta catégorie, ça peut être quelque chose qui va être intéressant et important pour toi à faire, dépendant où est-ce que tu te situes. Si tu as juste un 5 livres à perdre pour rentrer dans ta catégorie, je veux dire, tu vas perdre 5 livres de gras, puis c'est tout. Mais ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment du sport aussi. Tu sais, le CrossFit, je pense que la masse musculaire, c'est vraiment au niveau de prévention de blessures puis de s'assurer de ne pas avoir de faiblesse. Fait que, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des avantages pour des sports d'endurance? Tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé du triathlon ou de la course à pied ou d'autres choses, d'avoir du coup Oui, gain en masse musculaire. ben en fait, c'est que ce qui arrive, c'est que souvent, à travers ces sports-là, il y a tellement de volume d'entraînement qu'il y a une dégradation de la masse musculaire. Donc, il y a de la perte de masse musculaire. Et c'est là que ça peut devenir problématique au niveau des blessures, puis au niveau de l'endurance aussi, puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas quoi de primordial si on compare au football américain, là. Ouais. Mais c'est quand même important d'en incorporer. Puis je pense que c'est important de maintenir du moins ta masse musculaire pour ne pas la perdre. Donc, je pense que là, c'est une autre optique de justement prévention de blessures puis maintenir la masse musculaire là, à ce niveau-là pour les longues distances. Mm. Ouais. Est-ce que, comment on peut faire, par exemple, ces sports-là où ils ont beaucoup de voyages, de décalage horaire, et on sait que ça impacte notamment le sommeil ou des choses comme ça. Comment on peut faire pour limiter ces pertes de performance qui pénalisent énormément l'athlète? Ouais. Ben, ça, c'est sûr que j'ai pas de recette miracle. Euh, mais je sais que. Puis il n'y a aucune science, là, c'est du bro science total, là, mais moi, je sais que quand j'arrive dans un autre pays qui a un décalage, par exemple en France, si je vais faire un entraînement, ça l'aide à tout de suite mettre les pendules à l'heure. Puis personnellement, j'utilise beaucoup de mélatonine les premières journées. Puis même, dans le fond, ce que je fais, c'est que puis c'est quand même pas si pire 6 heures là, entre nous deux, là, mais euh, dans le fond, c'est que aussitôt que je me réveille dans la nuit, j'en reprends une autre mélatonine. Tu sais, pour vraiment comme être capable de faire ma nuit complète la première nuit. Puis après ça, souvent, ça va bien. Puis je l'ai déjà fait que j'essayais d'autres choses. Puis là, ça me prenait plusieurs journées. Tandis que là, comme workout, continuer ma nutrition, me coucher à l'heure de la place. Donc, parce qu'en France, ce qui arrive, c'est que souvent, on va partir, nous autres, le soir. Il faut dormir dans l'avion, puis on arrive le matin en France Mm. ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est de faire ta journée au complet pour être capable de faire le switch le plus vite possible. Mais c'est de continuer ton entraînement, ta nutrition, puis la mélatonine au moment que tu te réveilles. Là, pour moi, ça a bien fonctionné. Encore là, c'est bro science. Il Ouais. n'y a, pas de. Mais j'ai quand même voyagé pas mal, puis c'est la façon la plus simple que j'ai là, de me remettre sur pied. Mm. Génial. Il y a un autre cas où on a des grosses pertes de masse musculaire, notamment quand le sportif il est blessé, il y a une fracture ou une grosse blessure qui bouge plus le membre. Est-ce que ça, on peut le limiter ou il faut qu'on reparte à zéro dès qu'on enlève le plâtre? Ouais, je pense que c'est de repartir à zéro, de continuer à entraîner le reste aussi pour ne pas perdre. Tu sais, par exemple, si tu cassé un bras, continuer à faire des jambes pour maintenir ça si tu peux. Je pense vraiment que c'est de recommencer puis de rebâtir la masse musculaire. Tu sais, ça, c'est un bon point, le focus sur la prise de masse musculaire quand il y a des blessures pour revenir après ça. Parce que tu sais, si tu t'es blessé à un épaule, tu ne vas pas recommencer à faire du snatch ou de l'haltérophilie dans les premières semaines. Il y a besoin de. Mais aussi, ce qui arrive, c'est que si t'arrive une blessure, il y a une raison aussi. Tu sais. Fait que prendre le temps de renforcer les sections qui étaient plus peut-être problématiques, là. Ouais, parce qu'il y a différentes choses. C'est comme tu disais, il y a une fracture où tu te fais renverser par une voiture et là, c'est entre guillemets, même si ça peut influencer, mais bon, c'est pas trop ta faute. Et il y a une déchirure à l'ischio sur un sprint parce que il n'était pas préparé pour ça. Exactement. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour du coup prévenir au maximum les blessures sur lesquelles on peut influencer? Hmm. Ben, c'est sûr que c'est pas mon champ d'expertise, tout ce qui est préhabilitation et tout ça. Mais ça reste que
de mon côté, par exemple, mettons, j'aurais quelqu'un qui me dit, moi, je veux devenir le meilleur au monde au football américain ou peu importe lequel sport, je le ferais calibrer en posturologie, première chose. Donc, de s'assurer qu'il ait de la cohérence avec les yeux et les pieds, le système neurologique et tout ça. Ça, c'est la première chose pour réduire le risque de blessure. Mais après ça, c'est d'entretenir les muscles qui sont moins sollicités par ton sport. Donc, encore là, je parle du CrossFit. Le CrossFit, la flexion du genou, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune chose qui fait de la flexion du genou. Donc, de décortiquer c'est quoi et de mettre en emphase sur les mouvements qu'il n'y a pas. Donc, c'est vraiment de cette façon-là pour la prévention de blessures. J'irai voir quelqu'un comme Maylin Dovan, qui est au Québec ici, qui va en France des fois qui donne des cours de réhabilitation, prehab et tout ça, qui est vraiment spécialiste là-dedans. C'est ça. Si tu veux gagner de la masse, ben, tu viendras chez Quantum, on va t'arranger ça. Ouais, c'est ça. Pour la posturo, il y a Matt qu'on a eu sur le podcast il n'y a pas longtemps. Exact. Yes. Ben, écoute, si tu avais 3 conseils à donner à un athlète qui nous écoute pour la prise de masse. Ouais. En fait, ça va être plus général, mais d'avoir des coachs dans toutes les sphères. Donc, comme pas Jean-Pascal, GSP, Georges Saint-Pierre au Québec, il y a des coachs dans toutes ces sphères. C'est vraiment fou là, à quel point il y a des coachs dans toutes les sphères. Fait que d'essayer de se bâtir, pas d'essayer, de se bâtir une équipe de coachs qui va t'aider dans leur spécialité. Parce que c'est sûr que si tu viens me voir et tu me dis, je vais être l'athlète le plus performant, je peux t'aider, mais je ne suis pas la meilleure personne pour te faire piquer à la fin. T'sais. Donc, c'est ça, de voir vraiment les meilleures personnes, d'être ouvert d'esprit, point 2, de vouloir apprendre. Les meilleurs athlètes, c'est les gens qui veulent apprendre, toujours, toujours. Je l'ai mis en dessous de mon ordi, mais le coach de Michael Jordan, je me souviens plus, mais il écrit le livre Relentless et Winning. Mais tu sais, il parle à quel point que Michael Jordan et Kobe Bryant, qui étaient ouverts d'esprit, puis qui voulaient toujours apprendre, qui étaient curieux, puis qui voulaient essayer des nouvelles choses. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important. Puis le 3e point, c'est de gérer son stress. Puis de voir que tu es un humain dans l'ensemble, que tu as besoin de repos. Souvent, dans le CrossFit, je le vois un peu plus, là, que les gens veulent trop en faire. Comme, ils se disent, OK, mais la personne qui a gagné les games l'année passée s'entraînait 4 heures par jour, fait que je vais m'entraîner 4 heures. L'affaire, c'est que tu n'es pas cette personne-là. C'est comme dire, exemple, je vais m'entraîner, je vais être le meilleur basket, je vais m'entraîner comme Michael Jordan, ou je vais être le meilleur culturiste au monde, je vais m'entraîner comme Ronnie Coleman. Il y a de la génétique au bout du compte aussi, puis ce qui fonctionne pour eux, ils l'ont trouvé au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment d'explorer puis de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ouais. Ben, écoute, génial. C'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi et tout ce que tu nous as raconté. Ben, merci de l'invitation, c'était cool. Ouais. Si jamais les gens ils veulent te retrouver ou te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Ouais, donc, dans le fond, Quantum Training, Facebook, Instagram, YouTube, on a le podcast Quantum aussi, qu'est-ce qui est plus entraînement. Sinon, Jacob Hamel __, c'est mon Instagram perso. Je mets surtout du contenu pour aider les coachs à avoir plus de revenus, plus de liberté, plus d'impact dans la vie des gens. Donc vraiment, l'aspect plus business. C'est ça, vous pouvez nous suivre partout. Ouais, et bon, tu as oublié d'en parler, mais du coup, il y a quand même aussi le livre L'Ultime Guide. Ben oui, c'est vrai. Oui, exactement. Il y a mon livre disponible sur quantumtraining.ca. Il y a plus de. En fait, il est disponible. Là, je ne l'ai jamais dit nulle part. Je vais le dire en exclusivité sur ton podcast. Il est disponible sur Amazon en version papier. Donc, on n'avait pas fait réimprimer depuis 1 an. Et là, je l'ai mis sur Amazon et ça ship avec Prime en France, pas mal partout. Donc, c'est disponible là avec un autre livre aussi qui est plus axé pour les entraîneurs, puis notre e-book de recettes aussi qui est disponible en livre papier sur Amazon. Ben, écoute, génial. Bon, ben super. Pour ceux qui continuent à écouter le podcast, n'hésitez pas à mettre des petits 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Bye, merci.